Bonjour, je vais vous parler de l'énergie éolienne. C'est une énergie qui fait débat. Faut-il arrêter? Faut-il continuer? La question se pose. La conférence va comporter plusieurs parties. Nous allons commencer par le vent, son énergie et les éoliennes. Le vent, c'est une forme dérivée de l'énergie solaire, puisque le soleil chauffe des masses d'air, ces masses d'air se déplacent, c'est le vent, et c'est cette énergie qu'on va utiliser avec les éoliennes, et cette énergie représente environ 2% de l'énergie totale qu'envoie le soleil sur la Terre. Le vent, on va s'intéresser à la vitesse et la direction, mais aussi on va considérer les valeurs instantanées, maximales et moyennées. Et puis, on va prendre aussi en considération les phénomènes de rafale, la turbulence. Sur le graphique en haut à droite, on représente l'effet de la rugosité. La rugosité, ça traduit l'effet que des surfaces sont plus ou moins lisses. Donc vous voyez, là, pour une hauteur de 200 mètres, avec une vitesse de 8 mètres secondes, et vous voyez que lorsqu'on va descendre à des altitudes plus basses, selon la rugosité des surfaces, quand on va être dans des villes, situations très accidentées, la vitesse va être beaucoup réduite. Dans des zones un peu moins, elle le sera un peu moins. Et puis, dans des zones où la surface est très lisse, comme la glace, la mer, les herbes courtes, on perd beaucoup moins de vitesse. C'est très important et ça explique aussi pourquoi on va monter à une certaine altitude pour essayer de mieux capter le vent. En plus, quand on est près du sol, on a effectivement des obstacles, comme des bâtiments, qui vont créer des zones de turbulence, qui vont créer des zones d'abri, et qui vont donc réduire encore les possibilités d'utilisation de cette énergie. Ce qu'il faut retenir sur cette énergie et sur cette puissance, c'est que la puissance, elle est proportionnelle à la densité de l'air. Alors, à vitesse égale, la puissance va être plus faible en montagne qu'au niveau de la mer. Elle est aussi proportionnelle à la surface balayée, d'où des rotors d'éoliennes de plus en plus grands, pour avoir plus de puissance. Et enfin, et surtout, ce qui est important, c'est que la puissance, elle est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. D'où l'importance du choix du lieu d'implantation pour avoir des vents assez importants. Et l'importance aussi de la hauteur du rotor. Le cube, c'est par exemple pour 5, le cube ça donne 125. Vous voyez, c'est considérable et c'est ce qui est traduit sur la courbe qui est à droite avec une augmentation de la puissance de façon exponentielle en fonction de la vitesse. Il y a différents types d'éoliennes. Il y a deux grandes catégories, celle à axe horizontal, celle à axe vertical. Je ne vais pas tout vous détailler. Si on prend une éolienne à axe horizontal, par exemple, elle est constituée d'un certain nombre de composants, les pales qui vont capter le vent, le rotor qui va transmettre cette énergie vers un multiplicateur et puis un générateur, une génératrice qui va produire l'électricité. Tous ces composants ont effectivement des petites pertes, d'où des rendements, et en fait on obtient globalement le rendement global de l'éolienne qui va s'exprimer sous la forme d'un coefficient de puissance ou de performance dit CP, et qui va dépendre aussi de la vitesse du vent. Comme on a vu, il y a différents types d'éoliennes et donc des rendements qui diffèrent. Il y a déjà une limite théorique qu'on ne peut pas dépasser en termes de rendement, c'est la limite de Betz. C'est théorique, on ne peut pas capter tout le vent parce qu'il s'arrêterait, donc il restera toujours un peu de vent. Et on voit que les éoliennes qui, dans une plage de 6 à 8 mètres secondes, ont le meilleur rendement, c'est les éoliennes tripales, horizontales avec 3 pales. Celles avec 2 pales sont aussi intéressantes, mais pour des vitesses un peu plus élevées. Et puis, il y a d'autres modèles qui ont des rendements plus faibles. La courbe de puissance d'une éolienne, c'est très important, puisqu'on a vu que la puissance était fonction du cube de la vitesse. Donc vous avez ici en rouge sur le graphique la courbe de puissance d'une éolienne de 2300 kW. Donc vous voyez
qu'à partir de la vitesse de démarrage vers 3 mètres secondes, la puissance augmente un peu de manière exponentielle, mais en fait, pour éviter l'emballement et la casse de l'éolienne, à un certain niveau de puissance, on la stabilise. C'est la courbe horizontale que vous avez sur la droite. Et puis, à une très grande vitesse, on arrête carrément l'éolienne pour éviter les dégâts. Sur ce même graphique, vous avez la courbe en noir qui représente le coefficient de performance de l'éolienne, et vous voyez effectivement qu'il varie avec la vitesse. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la puissance nominale d'une éolienne, elle n'est atteinte que par des vents très forts, c'est-à-dire très rarement, et donc elle ne représente pas la réalité de la production éolienne. C'est pour ça qu'on parle d'un facteur de charge, et les facteurs de charge des parcs éoliens terrestres en France est compris entre 22,1 et 26,6%, et on va même arriver à 30% avec les nouvelles éoliennes. Alors, quelques données réglementaires. L'éolien, il y a le petit éolien. Si on a une éolienne où le rotor est à moins de 12 mètres de haut, c'est le simple respect des réglementations d'urbanisme et de bruit. Il n'y a pas besoin de permis de construire. Dès qu'on dépasse 12 mètres de haut jusqu'à 50 mètres ou qu'on a un parc qui fait moins de 20 mégawatts, on est dans le cadre du petit, moyen et grand éolien. Et là, il faut un permis de construire, une déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et une notice d'impact. Si on est au-dessus de 50 mètres ou que le parc fait plus de 20 mégawatts, c'est du grand éolien, et là il faut un permis de construire, et non plus une déclaration, mais une autorisation au titre de la législation des installations classées, et une étude d'impact et une enquête publique. Pour se rendre compte de la production d'une grande éolienne et d'une petite éolienne, on a fait des calculs avec la météo du site de Chaboy dans la Drôme, avec une grande éolienne de 2350 kW à 12 mètres secondes. Cette grande éolienne produirait un peu plus de 4 millions de kWh par an. On a comparé avec une petite éolienne de 10 kW qui serait installée sans permis de construire à 12 mètres de haut ou avec un dossier plus lourd à 30 mètres de haut. Et on voit que pour obtenir les 4 millions de kWh par an, il faudrait 538 éoliennes de 10 kW à 30 mètres et plus de 1000 éoliennes de 10 kW à 12 mètres de haut. Donc, il faut imaginer ce que ça serait, c'est-à-dire qu'une grande éolienne pourrait être remplacée par 1000 petites éoliennes à très basse altitude. Mais en fait, c'est beaucoup de matériaux, c'est beaucoup de choses, et ça poserait quand même beaucoup de problèmes aussi en termes de paysage malgré tout. Donc en fait, les grandes éoliennes sont une nécessité pour l'avenir énergétique de la France. Et puis avec le petit éolien, il faut faire attention, parce que installer une éolienne sur un mât de faible hauteur, c'est un peu comme mettre des panneaux solaires à l'ombre, sauf dans des cas très particuliers, d'une ferme isolée, avec un terrain sans obstacles. Mais la plupart du temps, il y a des obstacles, et ces petites éoliennes à moins de 12 mètres de haut, elles ne produisent rien. Et en plus, il faut faire attention aux voisins, parce que le bruit généré ne doit pas dépasser de plus de 5 décibels le niveau sonore ambiant en journée et 3 décibels la nuit. Ce qui fait qu'il est très probable que si vous avez des voisins proches, ceux-ci puissent vous faire enlever votre éolienne parce que vous ne respectez pas la loi sur les bruits de voisinage. Alors, on nous qualifie aussi ce grand éolien d'éolien industriel. C'est quelque chose qui ne veut rien dire. Parce que la petite éolienne que vous avez vue précédemment, elle est aussi fabriquée dans une industrie. C'est aussi une éolienne industrielle. Donc c'est un mot comme ça utilisé pour faire peur d'une certaine façon. Est-ce que c'est si gigantesque que ça? Alors notre éolienne de 2,35 MW, qui produit un peu plus de 4 millions de kWh par an, elle alimenterait 826 foyers avec chauffage électrique et 1489, presque 1500 foyers sans chauffage électrique. Si on compare avec un réacteur nucléaire de 900 MW, comme nous en avons au Bugey par exemple, la production serait de 6700 millions de kWh.
Et ça correspondrait à 2 480 000 foyers sans chauffage électrique. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même ordre. Une éolienne, ça reste une énergie locale, tout comme en puissance, on a des puissances équivalentes avec des chaufferies, par exemple, dans des lycées, dans des gros bâtiments, sur des petits réseaux de chaleur, et ça reste de l'énergie locale. C'est bien ce qu'il faut bien retenir. Alors la France a été un précurseur, puisque dès les années 50-60, la France a construit des grandes éoliennes, même jusqu'à 1 MW, 1000 kW. Mais en fait, les recherches sont abandonnées, le pétrole n'est pas cher, et puis le nucléaire arrive. L'industrie éolienne est en fait une industrie qui est très performante. Si on prend l'exemple ici de la société Enercon, une société allemande qui a été créée en 1984, ils ont démarré en 1984 avec une éolienne de 55 kW et actuellement, ils commercialisent en terrestre une éolienne qui fait 7500 kW, 7,58 MW. Et vous voyez la progression qu'il y a eu, tout ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait avec beaucoup de technicité et c'est donc une industrie qui est très performante. Juste quelques mots sur les éoliennes en mer, c'est pas vraiment le sujet complet de la conférence. La France a effectivement un littoral qui est étendu, elle possède le deuxième gisement éolien en mer d'Europe derrière la Grande-Bretagne. Alors pour les parcs éoliens en mer, le facteur de charge, lui, est beaucoup plus élevé parce que les vents sont beaucoup plus permanents et beaucoup plus réguliers. Et le facteur de charge est entre 40 et 50%. Là encore, vous voyez aussi la progression. Le premier parc éolien en mer a été fait au Danemark avec 11 éoliennes de 450 kW. Il a été démantelé en 2017 après 25 ans de fonctionnement. Et vous voyez sur le graphique du bas la progression avec 2,5 MW, 10 MW, 13 MW, 15 MW et même on arrive maintenant en mer avec des éoliennes qui vont faire 20 MW. Il y a deux techniques en mer. Il y a la technique des éoliennes posées, c'est la plus développée pour le moment. On va ancrer les éoliennes au fond de la mer. Et il y a la technique des éoliennes flottantes, où là, en fait, les éoliennes vont flotter sur le niveau de la mer. Voyons rapidement quelques parcs éoliens, juste pour vous faire une idée, si vous n'en avez pas rencontré déjà. Un parc éolien à Langres Sud, en Haute-Marne. 2 parcs éoliens en Beauce. Un parc éolien des Hauts-Pays entre Saint-Dizier et Neufchâteau. Un parc éolien de Ranzetière et Villespèce dans le Massif central. Des éoliennes dans l'Ain, le parc des Mondains et le parc d'Apremont. Et dans l'Isère, il n'y a qu'un seul parc éolien avec 2 éoliennes à Pellafol. Un parc également en Suisse qui a été créé en 1996, qui fonctionne toujours, qui a déjà vu plusieurs éoliennes de petite puissance remplacées par des éoliennes de puissance plus importante. Mais ce qui m'intéresse de vous dire, c'est qu'on a souvent l'argument de dire ça va faire fuir les touristes. Ce n'est pas le cas, puisque sur ce parc éolien, il y a un sentier touristique qui a été créé, un sentier didactique, et qui depuis 25 ans reçoit en moyenne 50 000 visiteurs par an. Voyons maintenant l'impact visuel des éoliennes. Alors, oui, une grande éolienne, c'est pour exploiter au mieux l'énergie du vent, et de fait, c'est une structure importante, et on a vu qu'il fallait monter à une certaine hauteur, 100 à 200 mètres. Alors, le camouflage des parcs éoliens, c'est une recherche vaine. On ne peut pas appliquer des techniques de paysage comme on le fait des fois, où on cache la misère. Là, en fait, il faut avoir une démarche d'aménagement du paysage et non pas une démarche de protection. C'est donc un aménagement, ça va nécessiter de faire appel à des paysagistes, ça va nécessiter aussi une concertation locale. Alors bien sûr, on aime, on n'aime pas. Des gens vont dire que ces éoliennes, ça se voit, oui. Pour certains, c'est une intrusion, une pollution visuelle, idem d'autres aménagements. Ou c'est pas dans mon jardin, je la veux pas près de chez moi, bien sûr. C'est aussi une obsession pathologique pour les beaux et les paysages d'antan. D'autres considèrent aussi que c'est une cannibalisation du paysage. Mais pour d'autres, c'est une certaine élégance, un aspect architectural contemporain structurant le paysage, une nouvelle source d'énergie, un changement positif exprimant une nouvelle forme d'activité.
En fait, un paysage, c'est pas quantifiable et son appréciation sera de toute manière subjective. Par contre, le paysagiste peut faire des choses. Vous voyez ici un exemple, il y en a d'autres, où sur les deux photos du haut, vous avez le paysage avant et avec les éoliennes, qui sont implantées un peu de manière anarchique. Et par contre, sur les images du bas, vous voyez là une structuration du parc éolien qui donne une meilleure image visuelle de celui-ci. Alors on entend beaucoup de choses sur les éoliennes et là on vous a sorti quelques images qui ont été extraites d'une vidéo qui a tourné et qui tourne encore à propos de la cathédrale de Coutances. Dans cette vidéo, on vous dit on la voit, l'éolienne, à des kilomètres à la ronde et nul besoin de téléobjectif et on vous la montre, effectivement on la voit très bien. Par contre, quand on regarde à Coutances, là vous avez la vue Google Street où vous voyez la cathédrale mais vous ne voyez pas l'éolienne derrière, et c'est normal, vous ne pouvez pas la voir visuellement, puisqu'en fait elle est à plus de 3 km de Coutances, cette éolienne. Et en fait, quand dans la vidéo on vous dit nul besoin de téléobjectif, c'est un énorme mensonge. Et même la commune de Coutances se bat contre cette vidéo. Et il y a effectivement une tromperie. Alors, deux photos pour vous aider à comprendre. Sur la photo à gauche, vous avez quasiment l'impression que l'éolienne, elle est dans la cour de la maison. En fait, c'est une photo qui a été prise avec un téléobjectif, avec une focale de 300 mm, donc ça grossit et ça rapproche les plans. D'où l'impression que l'éolienne est dans la maison. Sur la photo à droite, elle est prise du même point de vue, mais avec une focale de 52 mm qui correspond à la vue humaine à peu près. Et vous voyez que effectivement la vision est totalement différente. L'éolienne, elle n'a pas l'air si près que ça de la maison. Effectivement, elle ne peut pas être près de la maison puisqu'elle est à 1,5 km. Et puis l'impact visuel, ce n'est pas non plus que les éoliennes. Vous avez quelques exemples ici, des lignes électriques avec un parc éolien derrière, une station de télécommunication avec aussi un parc éolien derrière. Vous voyez que ce n'est peut-être pas les éoliennes qui défigurent le paysage, mais plutôt le reste. En bas, vous avez des lignes électriques à haute tension. On ne peut pas dire qu'elles ne défigurent pas le paysage non plus. Donc il y a un acharnement sur les éoliennes. Pourquoi? Voilà. Voyons maintenant les nuisances acoustiques. La puissance acoustique et le niveau sonore. Alors la puissance acoustique, c'est le bruit au niveau de l'appareil qui produit le bruit. C'est une puissance, c'est exprimé en décibels. Et le niveau sonore, c'est en fait ce que va percevoir l'oreille, où vous êtes, et donc c'est fonction du milieu environnant, de la distance. Ces deux éléments sont exprimés en décibels, ce qui peut prêter à confusion. Sur la courbe de gauche, vous avez la puissance acoustique de l'éolienne. Donc ça, c'est quand vous êtes dans le rotor de l'éolienne, dans la nacelle. Effectivement, c'est un peu plus de 100 décibels. Par contre, dès que vous êtes près ou plus ou moins loin de l'éolienne, au niveau du niveau sonore, ce que vous allez entendre, au pied de l'éolienne, ça va être 60 décibels. À 250 mètres, ça va être 42 décibels. À 500 mètres, ça va être 36 décibels. Bien sûr, ça dépend des éoliennes et des sites. Donc, ce n'est pas un bruit aussi important qu'on veut le dire, parce que 60 décibels, on est encore pratiquement dans des locaux tranquilles, et 40 décibels à 500 mètres, on est plutôt dans du niveau du très calme. Et puis, ce bruit, il est réglementé, puisqu'en fait, il y a une réglementation déjà qui fait qu'on ne peut pas mettre des locaux d'habitation à moins de 500 mètres d'une éolienne. Ce n'était pas le cas au tout début des premiers parcs, mais maintenant c'est une réglementation qui est applicable. Et puis, c'est pas tout, puisqu'il y a des études acoustiques qui sont faites, et en fait, il ne faut pas que, par rapport au bruit ambiant, l'éolienne, elle dépasse plus de 5 décibels en journée et plus de 3 décibels la nuit par rapport à 35 décibels. Donc, si à 700 mètres vous avez cette valeur-là, l'éolienne, elle ne pourra pas être à moins de 700 mètres de l'habitation. Donc, le 500 mètres, c'est un minimum, ça peut être plus selon les études acoustiques. Alors, la propagation du bruit, c'est un peu complexe. Le graphique de gauche illustre effectivement le cas standard. Donc, vous êtes dans un environnement, vous avez un bruit résiduel, vous avez un climatiseur, des arbres, parce que les arbres, avec le vent, ça fait du bruit, des voitures qui passent. Donc, vous avez un bruit ambiant, résiduel, qui est permanent. Et puis, vous ajoutez une éolienne. Donc, l'éolienne, elle va créer un bruit supplémentaire et ce qu'on va appeler la contribution de l'éolienne. Et ça va dépendre
de la distance, de l'absorption atmosphérique, des effets de sol. Et les effets de sol et atmosphériques, on les représente sur le dessin de droite, où vous voyez que la propagation directe n'est pas possible puisqu'il y a un écran entre la maison et l'éolienne. Mais par contre, dans certaines conditions de météo favorables à la propagation, c'est la courbe rouge, effectivement, il y a du bruit qui peut arriver jusqu'à la maison. Donc c'est pour ça que chaque projet éolien nécessite une étude acoustique sérieuse et approfondie, ainsi qu'un suivi après la mise en service. Il y a une autre source de bruit qui sont les infrasons et les basses fréquences. Les infrasons, ce sont des ondes sonores dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Elles peuvent, elles, se déplacer sur de très grandes distances et elles traversent même les obstacles massifs. Elles existent naturellement, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les orages, les rafales de vent produisent des infrasons. Mais effectivement, il y a plein d'activités humaines qui produisent des infrasons, comme les avions à réaction, les explosions d'armes, les ventilateurs, les climatiseurs, les compresseurs, les haut-parleurs et bien sûr les éoliennes. Effectivement, les éoliennes produisent une part significative d'infrasons et l'étude qui a été faite par l'Office bavarois de protection de l'environnement sur une éolienne de 1 MW montre assez clairement que ces infrasons ne sont pas audibles par les humains avec une oreille normale. C'est ce que vous voyez sur le graphique où la courbe des éoliennes reste en dessous du niveau audible pour tout ce qui est en dessous de 20 Hz. Donc l'étude dit en matière d'infrasons, l'émission sonore due aux éoliennes est nettement inférieure à la limite de perception auditive de l'homme et ne provoque donc aucune nuisance. Il y a eu des rapports qui ont été faits par l'ANSES en 2017. La conclusion, là, c'est aussi les résultats de cette expertise ne justifient ni de modifier les valeurs limites d'exposition au bruit existantes, ni d'étendre les fréquences sonores actuelles considérées dans la réglementation aux infrasons et basses fréquences sonores. Par contre, il y a quand même des recommandations. C'est renforcer l'information des riverains lors de l'implantation des parcs éoliens, c'est compléter les connaissances relatives aux expositions et poursuivre les recherches sur les relations entre santé et exposition aux infrasons et basses fréquences sonores. C'est également systématiser les contrôles des émissions sonores des éoliennes avant et après leur mise en service. L'Académie nationale de médecine a également publié un rapport en 2017 où elle dit « En résumé, les nuisances sanitaires semblent avant tout d'ordre visuel, défiguration du paysage et ses conséquences psychosomatiques, et à un moindre degré sonore, caractère intermittent et aléatoire du bruit généré par les éoliennes d'ancienne génération. Au plan médical, le syndrome des éoliennes, puisqu'effectivement il y a des gens qui quand même se plaignent un petit peu, par contre ça reste quand même marginal parce qu'il y a énormément de parcs éoliens qui sont déjà installés dans le monde et il n'y a pas une épidémie de gens malades. Donc ils disent au plan médical, le syndrome des éoliennes réalise une entité complexe et subjective dans l'expression clinique de laquelle interviennent plusieurs facteurs. Certains relèvent de l'éolienne, d'autres des plaignants, d'autres encore du contexte social, financier, politique et communicationnel. Alors, comme l'avait un peu recommandé l'ANSES, il y a effectivement des études qui sont en cours. Actuellement, il y a le projet RIBOL, qui comprend une étude sur la santé d'1 millier de riverains de parcs éoliens, avec des mesures acoustiques au domicile des participants. Et puis, il y a aussi le projet PIB, qui lui constitue une base de données de façon à créer un outil de calcul plus performant pour prévoir le bruit des éoliennes. Alors bien sûr, les fabricants n'ont pas attendu, ont déjà fait beaucoup d'efforts pour réduire le bruit de leurs éoliennes. Effectivement, les éoliennes actuelles font beaucoup moins de bruit que les toutes premières éoliennes. Ils ont travaillé sur les bruits mécaniques et sur les bruits aérodynamiques des pales. Et puis, dans des cas extrêmes, il est aussi possible de limiter le fonctionnement des éoliennes à certains moments et certaines conditions de vent où il pourrait y avoir un bruit trop important. Les autres impacts, alors il y a l'effet stroboscopique. Effectivement, la pale, quand elle passe devant le soleil, il y a une ombre portée, comme vous le voyez sur la photo de gauche, et ça peut être perturbant. Alors, comme vous le voyez avec le diagramme solaire, effectivement, à 500 mètres et à 1000 mètres, donc 500 mètres c'est la courbe rouge, le trait rouge, et 1000 mètres c'est le trait bleu. En fait, c'est des phénomènes qui se produisent le matin et le soir. Par contre, ce n'est pas les mêmes qui ont le phénomène le matin et le soir, puisque le soleil, il a tourné. Donc en fait, c'est des phénomènes assez passagers. Là encore, l'Académie nationale de médecine a dit le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation stroboscopique.
Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la journée et dans certaines conditions une gêne assimilée par les plaignants à une alternance d'éclairage et de pénombre, dans leur lieu d'habitation, le risque d'épilepsie dite photosensible liée aux ombres mouvantes ne peut être raisonnablement retenu car l'effet stroboscopique de la lumière hachée par la rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires exceptionnellement réunies et aucun cas d'épilepsie n'est avéré à ce jour. De même, le rythme de clignotement des feux de signalisation, oui, puisque ces éoliennes ont toutes des feux de signalisation qui clignotent blanc en journée et qui clignotent rouge la nuit, c'est pour le trafic aérien, c'est une obligation réglementaire. Donc ils disent que pour ces feux de signalisation, c'est nettement situé au-dessous du seuil elliptogène. Et des feux comme ça, il y en a aussi sur des antennes de télécommunications, sur des grandes grues, sur plein d'autres obstacles qui semblent poser moins de problèmes. Alors, pour ce qui est des oiseaux et des chauves-souris, la mortalité pour les oiseaux est relativement faible au niveau des éoliennes. Elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Il faut même savoir que les plus gros tueurs d'oiseaux sont les bâtiments, surtout les bâtiments très verriers, les lignes électriques, les chats, les camions, les voitures. Alors, il y a eu quelques parcs éoliens qui ont servi pour faire des vidéos avec une mortalité assez importante d'oiseaux parce qu'ils ont été placés dans des couloirs de migration. Maintenant, on fait très attention à ça et il y a des études précises. Alors, ça vaut aussi pour les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est un petit peu plus problématique avec les éoliennes. Et de fait, il y a nécessité d'étudier les oiseaux et les chauves-souris qui fréquentent le site avant d'implanter les éoliennes et bien sûr de prendre en compte les migrations. Et puis, si besoin, on peut aussi modifier le projet ou prévoir des solutions qui permettraient d'éviter les risques de collision, comme la régulation du fonctionnement des éoliennes en fonction de la probabilité de présence de chauves-souris ou d'oiseaux, des systèmes de détection, etc. Tout ça, bien sûr, ça nécessite aussi une étude d'impact sur l'environnement sérieuse avec une expertise indépendante et neutre au préalable. Pour les autres animaux, il n'y a pas vraiment de problème avec les animaux de ferme. Alors, il peut effectivement y avoir des problèmes lors des phases de chantier où ça peut quand même effrayer certains animaux domestiques ou sauvages. Et là, il y a des précautions à prendre et bien sûr, ne pas faire le chantier en période de nidification et autres. Alors, vous allez sans doute entendre parler des éoliennes tueuses à nausées. C'est un problème assez complexe. C'est effectivement un parc éolien. Il y a 2 fermes qui sont très impactées avec une mortalité et des baisses de production de lait. Mais en fait, les éoliennes n'en sont pas directement la cause. C'est probablement les lignes électriques enterrées avec des phénomènes de courant électrique, courant vagabond, et la situation hydrogéologique de leur sous-sol avec des failles et des rivières qui conduisent des courants parasites. Effectivement, comme vous le voyez sur le petit graphique de droite, les vaches, les ovins peuvent être soumis à ce qu'on appelle la tension de pas, c'est-à-dire que s'il y a un courant parasite, il peut pénétrer par les pattes avant et ressortir par les pattes arrière et bien sûr passer à travers le corps de l'animal. Ça, c'est quelque chose qui existe même avec des courants normaux. Il y a des élevages qui ont effectivement des problèmes de fait d'installations électriques défectueuses ou autres, et ce n'est pas lié directement au parc éolien. Les risques d'accident, en fait dans le monde il y a un peu plus de 400 000 éoliennes qui sont installées actuellement. Il n'y a aucun cas connu d'accident grave de personnes ou d'animaux, entre autres par des projections de glace. Et puis les éoliennes modernes, elles sont équipées de systèmes de protection avec la détection de glace par l'éolienne et un arrêt automatique, et puis certaines avec dispositifs de chauffage qui empêchent la formation de glace. Le risque d'incendie, comme sur toute installation un peu technique, le risque d'incendie existe. Il y a des incendies assez régulièrement à la centrale du Bugey, par exemple. Le risque d'accident, effectivement, il y a eu quelques ruptures de pales qui n'ont pas provoqué d'accident de personnes. C'est aussi comme toute installation industrielle, et ces risques ils sont pris en compte puisque, en plus de l'étude d'impact sur l'environnement qui est nécessaire, il y a aussi une étude de danger qui doit l'accompagner. Et puis, globalement, les machines sont relativement fiables, elles ont un suivi à distance grâce à de nombreux capteurs installés, et puis il y a une maintenance préventive. Et puis il y a également des contrôles techniques réguliers sur site qui sont faits. Alors il y a des cas particuliers d'incendie, comme l'incendie criminel d'une des éoliennes du parc des Mondains le 3 août 2018, mais ça c'est un autre sujet. Ces éoliennes, elles sont bonnes pour la planète et le climat, parce que le vent c'est une ressource inépuisable, locale, 100% française.
Il n'y a pas de rejet liquide gazeux, il n'y a pas de déchets liés au combustible, il n'y a pas de prélèvement et de consommation d'eau, il n'y a pas de terres rares dans les éoliennes terrestres en France, contrairement à ce qui se dit. Il y en a un peu dans les éoliennes marines. C'est une énergie qui est très faiblement émettrice de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis les matériaux qui la composent à la fabrication des pièces à leur recyclage. Les éoliennes terrestres, c'est 12,7 grammes de CO2 par kilowattheure. Et c'est effectivement principalement la phase de fabrication qui représente ces gaz à effet de serre avec 11,34. C'est en gros du même ordre que le nucléaire selon les données du GIEC. Le démantèlement des éoliennes, ce n'est pas quelque chose qui pose problème. La plupart des matériaux composant les éoliennes sont des matériaux classiques et recyclables. D'une part, déjà, réglementairement, il y a une garantie financière qui est imposée, qui est de 75 000 € jusqu'à 2 mégawatts, et au-dessus, on ajoute 25 000 € par mégawatt supplémentaire. Ça, c'est une provision qui est déposée et qui va servir pour le démantèlement futur. Ensuite, il y a une réglementation qui a imposé des taux de valorisation et de recyclage. Celle qui est en vigueur au 1er janvier 2024, elle impose qu'il y ait au minimum 95% de la masse totale des aérogénérateurs qui sont démantelés, fondation incluse, qui soient réutilisés ou recyclés. Et puis depuis le 1er janvier 2025, il y a un objectif de 55% de la masse totale du rotor. Enfin, ce n'est pas un objectif, c'est une obligation. Et effectivement, c'est obtenu. Vous voyez sur le graphique un exemple de valorisation par rapport au démantèlement d'une éolienne. Ce qui pose le plus de problèmes dans la valorisation, c'est effectivement les pales qui sont en fibre de carbone et en résine. La même chose que les canoës-kayaks, que de nombreux petits bateaux, des pare-chocs aussi, etc. C'est un matériau courant, mais effectivement, actuellement, il y a une valorisation thermique qui est faite dans des cimenteries ou aussi une réutilisation en termes de mobilier urbain et de choses comme ça. Mais il va y avoir bientôt des pales qui vont être faites avec des résines plus facilement recyclables. Et il y a une évolution de ce côté-là. Et ces pales représentent très peu de la masse des éoliennes. Alors on vous a mis ici un extrait de quelques photos d'une vidéo du journal Le Télégramme pour le démantèlement en 2017 du parc éolien de Lenfin dans les Côtes-d'Armor, qui comporte 5 éoliennes de 1,5 MW, qui avait été mis en service en 2006. Donc vous voyez que les pales sont enlevées, les mâts sont enlevés, les mâts sont tronçonnés, et ce qui est le plus souvent mis en avant, il y a du béton, c'est des quantités énormes, et ça va rester à vie. Eh bien non, ça ne reste pas à vie, puisque comme vous le voyez, le béton armé est attaqué et est complètement enlevé de la fondation, et on peut retrouver une terre normale après remblaiement. Et ce béton, il est à la fois recyclé en termes de granulats, et puis les ferrailles en termes d'acier. Alors, une donnée qui ressort, c'est qu'apparemment, ces démantèlements coûteraient plus cher que la garantie qui est demandée, garantie qui a déjà évolué à la hausse. Donc, c'est possible qu'il y ait encore des évolutions. Voyons maintenant l'énergie éolienne chez nous et ailleurs. Donc, en France, il y a 2 régions qui ont vraiment beaucoup d'éoliennes. C'est les Hauts-de-France et le Grand Est. Là, on est dans des régions où on va arriver à saturation en termes, quand il y a trop d'éoliennes, effectivement, ça devient très agressif sur le paysage. Après, c'est les régions de l'Ouest et un peu l'Occitanie qui ont des parcs quand même assez importants. Et puis, on a des régions qui n'ont pas grand-chose. C'est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et au total, actuellement, en France, au 30 septembre 2025, il y a 23 885 mégawatts éoliens qui sont installés. Pour l'éolien en mer, c'est un peu différent parce que les régions qui en ont, c'est celles qui sont au bord de la mer. Donc, c'est surtout vers l'Atlantique et vers la Manche et la mer du Nord. Et puis, vous voyez les petits ronds d'éoliennes bleues, c'est les éoliennes flottantes. Et là, elles sont plutôt installées en Méditerranée. Et c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, pour le moment, en possède le plus avec 25 MW. Et au total, il y a 2008 MW d'éolien en mer qui est installé en France en 2024. Alors ça, c'est un graphique qui donne effectivement ce qui est déjà installé en éolienne terrestre et marine.
et en rouge ce qui est à prévoir. On voit encore que là, la région Auvergne-Rhône-Alpes est très en retard, de même que Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les principaux constructeurs des éoliennes qui sont installées en France. Eh bien, en fait, ce n'est que des constructeurs européens. Il n'y a pas de Chinois ou peut-être très marginalement dans les autres, mais c'est quand même essentiellement des fabricants européens qui installent des éoliennes en France. Voyons l'électricité qui a été produite par les éoliennes en France. Sur l'année 2024, il y a 46,88 TWh qui ont été produits. Ça représente tout de même 10,4% de la consommation totale d'électricité française. Contrairement à ce qui se dit que ces éoliennes ça produit pas, ben si ça produit, et ça produit même de manière relativement importante. Sur le graphique, vous voyez que la production est importante au premier trimestre et au quatrième trimestre, elle est moins importante au deuxième et au troisième trimestre. Et là, on peut voir qu'il y a une vraie complémentarité entre l'éolien et le photovoltaïque, puisque le photovoltaïque va produire plus au printemps et en été, donc quand les éoliennes produisent moins. Sur le petit graphique en haut à droite, vous voyez que la production a baissé en 2024. Oui, il y avait moins de vent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est variable. Il commence à y avoir des arrêts de parcs parce qu'à des moments, il y a des surproductions et donc ça fait chuter la production. Par contre, quand on regarde la France face à l'Europe et au monde, alors déjà sur le graphique à droite, on peut voir la puissance installée en France chaque année. Vous voyez que c'est relativement fluctuant. Il y a eu une puissance importante qui a été installée en 2023, beaucoup moins en 2024, donc c'est un marché assez fluctuant. Et par rapport à l'Europe, on voit que nous, le graphique, il donne la production des éoliennes d'électricité en kilowattheure par habitant. Ça permet de comparer des petits pays et des grands pays. Donc en France, on est à 653 kWh par habitant en 2024. La Suède est par exemple à 3900 kWh par habitant, le Danemark à 3430 kWh par habitant. Au Danemark, c'est 60,4% de la consommation d'électricité nationale, la production des éoliennes. Et vous voyez que quand même, sur le graphique, on est dans la queue du peloton en France, donc on est quand même peu développé. Dans le monde, il y a un peu plus de 1100 gigawatts, c'est-à-dire 1 100 000 mégawatts, qui sont installés, et la Chine en fait un peu moins de la moitié, avec 521 gigawatts. Viennent ensuite les USA, l'Allemagne, l'Inde, et puis la France, elle vient beaucoup plus derrière. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup à faire pour être au même niveau que l'Allemagne, par exemple. Alors, ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est qu'en Europe, l'électricité renouvelable, elle domine. Sur le graphique, ici, vous avez pour 2024, vous voyez que les renouvelables, c'est 48% de la production d'électricité de l'Union européenne, y compris l'hydraulique. Et dans ces 48%, l'éolien, c'est 17,9%. Le nucléaire, ce n'est que 24%. Donc l'éolien va bientôt produire plus que le nucléaire en Europe. Dans le monde, c'est déjà le cas, pratiquement. Puisque vous voyez ici sur ce graphique, le trait bleu au milieu, c'est l'évolution du nucléaire, qui est passé en 2015 de 2447 TWh en production à 2677 TWh en 2024, une très faible augmentation. Et à l'inverse, vous voyez la zone bleue, qui correspond à l'éolien, qui est passé de 823 TWh en 2015 à 2486 TWh en 2024. Vous voyez la très nette progression de l'éolien dans le monde. Le jaune-orange, c'est effectivement le photovoltaïque, qui lui aussi est en très forte production. Et vous voyez que les énergies renouvelables hors hydraulique produisent pratiquement le double de ce que produit l'énergie nucléaire. Donc, dans le monde, c'est vraiment ces énergies renouvelables qui sont en développement et pas l'énergie nucléaire. Voyons maintenant l'économie de l'éolien. Dans le monde, c'est 1,92 million d'emplois en 2023. Vous avez ici le top 10 des pays où il y a le plus d'emplois dans l'éolien. Bien sûr, la France n'y figure pas. Mais en France, c'est quand même 31 447 équivalents temps plein dans l'éolien fin 2023. C'est une augmentation de 11% entre 2022 et 2023. Et ça concerne à la fois des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grosses entreprises. La France, elle possède en fait une place prépondérante dans l'industrie éolienne à l'échelle européenne en 2023.
Elle est première ex aequo avec le Danemark dans la concentration des activités de fabrication de pales et de nacelles. Effectivement, nous avons plusieurs usines en France qui fabriquent des pales et des nacelles. Ça a été une obligation lorsqu'il y a eu les premiers appels d'offres pour les parcs maritimes. Il fallait construire aussi les usines pour fabriquer en France. C'est aussi le premier pays européen avec le plus grand nombre d'entreprises spécialisées dans la production de fondations. C'est le deuxième pays avec le plus grand nombre d'entreprises spécialisées dans les opérations de maintenance, etc. Donc en fait, les industriels, ils sont positionnés sur tous les maillons de la chaîne de valeur de l'industrie éolienne. Alors arrêter les éoliennes en France, c'est faire mourir ces entreprises. Maintenant, voyons voir à quel coût est produite cette énergie. Donc la Commission de régulation de l'énergie lance régulièrement des appels d'offres pour des parcs éoliens. Le principe, c'est que les fabricants répondent avec un coût du mégawattheure qui permet d'amortir leur parc, et les derniers appels d'offres en 2025 ressortent avec un coût de 86,6 € du mégawattheure. Ça a augmenté par rapport aux années 2021-2022 parce qu'il y a eu effectivement la guerre en Ukraine, le Covid, l'inflation, etc. Et les prix des matériaux ont augmenté. Donc il y a effectivement une augmentation. Pour l'éolien en mer, sur le graphique de droite, alors les premiers parcs ont été à des coûts très élevés, à 143-134 € du mégawattheure, mais ils comportaient aussi la création des usines. Et les derniers appels d'offres sur les parcs en mer sont à 44-45 € du mégawattheure, sachant que c'est hors raccordement de ces parcs. Pour l'éolien flottant, c'est à 86 € du mégawattheure. C'est normal, c'est quelque chose qui est encore un peu expérimental, mais qui devrait baisser à l'avenir. Alors ce qu'il faut vous expliquer, c'est qu'en fait, ces tarifs, c'est ce qu'on appelle des tarifs de référence. Ça déclenche ce qui s'appelle un complément de rémunération. Donc ce tarif de référence, si les prix de marché sont inférieurs à ce tarif de référence, l'État va compléter pour arriver au tarif de référence. C'est-à-dire que l'État va reverser de l'argent aux producteurs éoliens. À l'inverse, si ces prix de marché sont au-dessus du tarif de référence, cette fois c'est le producteur éolien qui va reverser de l'argent à l'État. Ça s'est produit sur la période 2022-2023 où les producteurs éoliens, les exploitants de parcs éoliens ont reversé 5,79 milliards d'euros à l'État. En 3 ans, en fait, la filière a remboursé pratiquement 50% de la somme qui avait été investie par l'État entre 2003 et 2021. Et puis, il y a aussi des projets éoliens qui se font sans aide de l'État, avec des Corporate Power Purchase Agreements. C'est des contrats qui sont passés directement entre un producteur éolien ou d'énergie renouvelable, de gré à gré, avec un consommateur. Donc ça se passe soit en direct si c'est à proximité, soit par l'intermédiaire du réseau électrique, mais il y a un prix qui est fixé avec des contrats souvent sur 20 ans et qui permet aux consommateurs, généralement des industriels, d'avoir une visibilité sur le coût de leur énergie qui va être stable pendant 20 ans. Ces parcs éoliens ont aussi des retombées économiques et fiscales pour les collectivités. Il y a différentes taxes qui s'appliquent. Je ne vais pas vous les détailler. Si on retient la plus importante, celle qui rapporte le plus, l'IFER, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Il y a un tarif qui est fixé par la réglementation. Pour l'éolien, c'est 8 510 € par mégawatt en 2025. Pour le nucléaire, c'est 3 542 €, c'est moins. Donc l'éolien rapporte plus aux collectivités que le nucléaire. Et puis, cette taxe, elle va être répartie à 80% entre le département et 20% la commune dans le cas de communes isolées. Et s'il y a une intercommunalité, ce qui est le cas quand même le plus général, c'est 50% pour l'intercommunalité, 30% pour le département et 20% pour la commune. En fait, c'est un revenu fiscal qui bénéficie à quand même un grand nombre de collectivités, puisqu'en fait, en France, il y a à peu près 1400 communes qui ont des parcs éoliens. Et donc, si on prend l'exemple d'un parc éolien de 20 MW, ça va quand même rapporter 170 000 € par an, dont 34 000 qui reviennent à la commune. Si on compare avec le nucléaire, il n'y a que 18 communes qui ont des centrales nucléaires. Et en fait, 4 réacteurs de 900 MW, comme au budget par exemple, ça rapporte là, alors là c'est énorme, 12 751 200 € par an. Oui, mais en fait, ça retombe que sur 18 territoires.
C'est-à-dire que c'est des mannes financières faramineuses pour les quelques territoires qui en profitent, et c'est rien pour tous les autres, alors que l'éolien est beaucoup mieux réparti en termes de retombées économiques. Et donc il participe à l'activité économique des territoires, il constitue aussi un catalyseur pour la transition énergétique des régions et à l'émergence de nouveaux projets locaux. Alors, cet éolien, il est nécessaire pour l'avenir énergétique. Rappelons les nombreux avantages de l'énergie éolienne. C'est une source d'énergie renouvelable et bas carbone. C'est une énergie qui est présente sur le territoire français. Rappelons que le nucléaire fonctionne avec de l'uranium qui est importé à 100%. Il n'y a pas de rejet gazeux ni liquide en fonctionnement, contrairement au nucléaire. Il n'y a pas de prélèvement et de consommation d'eau, contrairement au nucléaire. Il n'y a pas de déchets liés au combustible, contrairement au nucléaire. C'est une technologie qui est compétitive en termes de coût et de rapidité de développement. C'est une filière qui contribue à la souveraineté énergétique et industrielle de la France. C'est un secteur qui est porteur d'emplois et d'activités économiques. C'est une filière qui contribue au budget de nombreuses collectivités locales sur le long terme. C'est un secteur qui contribue à la réindustrialisation de la France. C'est aussi par l'intermédiaire des Corporate Power Purchase Agreement, ça permet de donner à des entreprises une stabilité et une sécurité sur les prix de l'énergie à long terme. Alors il y a des études qui ont été faites par RTE, le réseau de transport d'électricité, une filiale d'EDF, pour voir à l'horizon 2050, il y avait différents scénarios qui ont été étudiés pour la neutralité carbone. Il y avait 3 scénarios avec pratiquement beaucoup d'énergie renouvelable, voire 100% d'énergie renouvelable, comme le scénario M0 qui est représenté ici. Et puis il y avait 3 scénarios où il y avait encore beaucoup de nucléaire et du nouveau nucléaire, dont le scénario N03 avec beaucoup de nouveaux nucléaires. C'est un peu celui qu'a décidé de faire M. Macron tout seul le 10 février 2022 lors de son discours à Belfort. Alors les prix qui sont affichés là sont complètement faussés puisque les fameux 6 EPR qui étaient annoncés à 50 milliards d'euros, même pas, sont passés à 73 milliards d'euros maintenant. Donc c'est relativement faussé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on pourrait, si on le voulait, s'il y a la volonté politique, on peut en 2050 être à 100% énergie renouvelable, l'éolien terrestre et en mer y contribuant. Donc sur le graphique ici, on voit les 2 scénarios M0 et N03 représentés, M0 en vert et N03 en rouge. On voit donc qu'il y a beaucoup plus de renouvelables avec le scénario M0. Et puis si on représente ce qui a été décidé pour la programmation pluriannuelle de l'énergie numéro 3 pour 2035, c'est les ronds bleus. On voit qu'en 2035, on aurait pratiquement fait tout ce qui est prévu en énergie renouvelable dans le scénario N03, ce qui laisserait penser qu'après 2035, quand le nouveau nucléaire va se mettre en route, on va arrêter de faire des énergies renouvelables en France. Effectivement, il se pose la question de savoir si les renouvelables sont compatibles avec le nucléaire. Vous avez ici la production réelle d'électricité sur les mois de janvier et de juin 2019. Ce qui est en jaune, c'est la production nucléaire. Et puis en vert et en rose fuchsia, c'est l'éolien et le photovoltaïque. On a fait une simulation en multipliant par 14 cette production et on voit sur les graphiques du bas ce que ça donne. Sur le mois de janvier, il y a des périodes où l'éolien produit suffisamment d'électricité pour les besoins français. Donc il faudra arrêter les centrales nucléaires à ces moments-là et les remettre en route à d'autres. Et en juin, l'éolien plus le photovoltaïque produisent énormément et là, les centrales nucléaires, il faudrait vraiment qu'elles fassent du yo-yo. Je t'arrête, je redémarre, etc. Mais en fait, ces centrales nucléaires, c'est une flexibilité très contrainte. On nous les vend comme pilotables, mais ça, c'est encore un gros mensonge. En fait, elles sont limitées à 2 baisses de puissance par jour et elles ne peuvent pas être mises totalement à l'arrêt. Et puis cette forte flexibilité, elle fragilise les gaines de combustible, elle accroît les contraintes thermiques et mécaniques de la cuve du réacteur et en réduit sa durée de vie. Ça augmente les besoins de maintenance, ça nécessite des remplacements plus fréquents des grappes de contrôle, ça accroît les rejets d'effluents radioactifs et chimiques dans l'environnement. Donc, c'est quand même pas la panacée. Dans une thèse qui a été faite par Madame Cani pour EDF, il est dit que la présence d'éolien et de solaire à des taux supérieurs à 30% paraît difficilement soutenable, techniquement par lui seul. Ça, c'est du techniquement. Par contre, il y a aussi le côté économique.
Parce que s'il y a beaucoup d'énergie renouvelable, les réacteurs, dont les nouveaux réacteurs, ils vont devoir fonctionner avec un taux de charge inférieur à 50%, alors qu'ils ont été calculés économiquement pour être rentables. Le mégawattheure qui va être vendu, il a été calculé avec un taux de charge de 85 à 88%. Donc en fait, si le taux de charge est plus bas, le prix de l'électricité produite par ces réacteurs nucléaires sera encore beaucoup plus élevé. Et les investissements ne pourront plus être amortis. Donc en fait, ce qui est clair, c'est qu'avec un nouveau nucléaire, il y aura peu d'énergie renouvelable en France. Pourtant, on pourrait aller vers un éolien pilotable. Monsieur Xavier Remond, délégué général du Club Stockage d'énergie, dit « Le stockage est le pilotage par excellence. Il engendre des bénéfices côté production, consommation et réseau. Il y a différentes techniques de stockage, hydraulique, mécanique, électrochimique, chimique, électrique, même thermique. Ce qui peut être développé encore en France, ça existe déjà, c'est les stations de pompage-turbinage, ce qui est représenté sur la gauche, où là, on pompe de l'eau d'un bassin inférieur vers un bassin supérieur, on la turbine et puis on la repompe, etc. Ça, c'est très instantané comme production. Et puis, ce qui est tout à fait nouveau, parce que les prix ont considérablement baissé, c'est le développement des parcs de batteries stationnaires. Vous avez deux exemples ici sur deux parcs éoliens de l'Ars avec un stockage de 2 MW, et puis près de Nantes, enfin dans la banlieue de Nantes, un parc, lui, de 100 MW qui est positionné près du réseau électrique et qui sert de tampon sur le réseau électrique. Ça, c'est ce qui est en train de se développer dans le monde, et ça va se développer aussi au niveau individuel, puisque de plus en plus, les gens qui ont du photovoltaïque chez eux vont ajouter une batterie pour pouvoir mieux profiter et mieux autoconsommer. Donc l'avenir, il est effectivement beaucoup plus vers des stockages que vers des nouveaux réacteurs nucléaires, par exemple. Alors voyons maintenant l'éolien et les citoyens. Il y a eu une étude IFOP, enfin un sondage, qui a été fait pour Engie sur un échantillon quand même de 12 000 personnes, dont à minima 1000 répondants par région, et puis 2500 personnes qui sont riveraines d'au moins un type d'infrastructure d'énergie renouvelable. Donc, ce qui ressort, c'est que pour l'éolien terrestre, c'est 78% de bonne image, la même chose pour l'éolien en mer. Et puis, sur cette bonne image, quand on s'adresse à des gens qui sont à proximité d'un parc, eh ben, ce taux de bonne image, il monte à 87% pour l'éolien terrestre, et même à 91% quand c'est des gens qui sont investis dans la décision d'implantation. Donc il y a quand même une relativement bonne acceptation des parcs éoliens. Quand on pose la question plus précisément sur les énergies renouvelables, êtes-vous favorable au développement? Les gens répondent pour l'éolien terrestre qu'ils sont favorables à 74%. Et ça monte même à 83% pour les gens qui sont proches de parcs existants. Alors si on demande aux Français s'ils sont favorables à l'installation près de chez eux d'au moins une infrastructure d'énergie renouvelable, alors pour ce qui concerne les parcs éoliens, on est là qu'à 53%, il y a effectivement un peu moins de favorables que pour les parcs photovoltaïques, mais c'est quand même plutôt une majorité qui est favorable. Il y a eu un autre sondage qui a été fait auprès des élus du 9 avril au 5 mai 2025, 312 élus, dont 146 élus qui ont des éoliennes. C'est que des élus qui ont des parcs d'énergie renouvelable. Donc pour ces élus, il ressort une satisfaction à 70%, et quand on les interroge par rapport à leurs administrés, ils considèrent que 62% sont favorables aussi à ces éoliennes. Alors c'est possible d'investir dans l'éolien, la loi le permet, et ça peut être par des plateformes de crowdfunding, par des prêts, par des actions. Et le financement participatif éolien permet souvent une forte implication locale. Et puis il y a aussi carrément des projets qui peuvent être initiés par des citoyens, de l'éolien citoyen, ça existe. Le premier parc éolien a été mis en service en 2014 à Bégane, dans le Morbihan, avec 4 éoliennes de 8 MW et plus de 1000 particuliers qui ont financé ces éoliennes. Actuellement, en France, il y a 17 parcs éoliens citoyens qui sont en exploitation, 2 qui sont en construction, 24 qui sont en développement, selon Énergie Partagée. Le petit schéma sur la gauche, il montre la comparaison entre un projet citoyen et un projet privé.
On voit que pour les deux projets, pour ce qui est la fiscalité locale et les loyers, c'est la même chose. Par contre, pour ce qui est après des emplois et prestations locales et des revenus de l'investissement local, pour le projet citoyen, c'est total. Pour le projet privé, c'est variable et c'est non garanti et en général, ça ne retombe pas localement. Énergie Partagée a fait une étude en 2019 et les retombées économiques locales pour 13 parcs éoliens citoyens étaient de 63 millions d'euros. C'est loin d'être négligeable. Et puis, pour finir, il y a juste un parc éolien à Fééol qui vient d'être mis en service avec 4 éoliennes de 13,2 MW. C'est né d'un collectif d'une quinzaine de citoyens en 2010. L'énergie éolienne, une énergie propre et bas carbone, nécessaire à l'avenir énergétique de la France, il est urgent de se mobiliser. Et je vous remercie.